Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Belles Lettres, notre émission, votre émission. Belles Lettres est une émission au cours de laquelle nous recevons un invité du monde littéraire avec qui nous nous entretenons autour de la littérature et de son œuvre, avec comme objectif principal ouvrir les yeux de nos téléspectateurs sur la beauté de Belles Lettres afin de leur communiquer l'amour de la littérature et par ricochet les inciter à la lecture et à l'écriture. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'honorable Didier Moumengi, un homme à plusieurs casquettes, homme politique, écrivain, formateur, consultant, un homme passionné par l'histoire. Il est prix national du mérite de la culture et des arts 2014-2015. Bonjour, honorable. Bonjour, cher ami Laurent. Nous avons le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau afin de nous entretenir autour de la littérature, du livre, de la lecture. Notre émission a pour titre « Belles Lettres ». D'emblée, qu'est-ce qu'évoque en vous cette expression « Belles Lettres » ? Merci pour l'invitation. Alors, Belles Lettres. Belles Lettres, c'est une histoire de pérégrination à travers 3 continents, principalement. D'abord, le berceau de l'humanité, l'Afrique, notre continent. Lorsque ce beau continent n'était pas Afrique, il y a eu, tout au début de Belles Lettres, l'invention de l'écriture méroïtique. Dans le royaume ancien du Kerma, de Napata, de Méroé et de la Nubie. C'est là que commence l'aventure de Belles Lettres avec Cadmos, fils d'Agénor, qui habitait un peu au nord de la Nubie. La Nubie, c'est le berceau de notre civilisation. Nous venons tous de la Nubie. Nous sommes des Nubiens. Cadmos va en exil dans la Phénicie, en terre cananéenne. Cananéenne, c'est une des branches de la descendance de Cham. Cham, Couche, ainsi de suite, bibliquement parlant. Cadmos va chez les Byblos avec cette science nouvelle qui venait de naître dans le royaume de Méroé, l'écriture méroïtique, qui était un ensemble de l'écriture cursive et hiéroglyphique. Cadmos amène cette science chez les Byblos et ensuite va s'installer chez les Hellènes, dans la Grèce antique. Et c'est comme ça que les Hellènes, les Grecs, vont apprendre l'alphabet grec. Et cet alphabet grec aura ses premières lettres de noblesse dans l'œuvre gigantesque, les 2 œuvres gigantesques de Homère, l'Iliade et l'Odyssée. C'est le commencement de l'histoire de Belles Lettres telle que nous les connaissons aujourd'hui. Mais quand je parle de 3 continents, c'est le Moyen-Orient, l'Afrique et maintenant nous sommes en Europe. Et l'Europe, à l'époque, c'était l'Acadie. Ce n'était pas la Grèce, ne se considérait pas comme un pays européen. Il y a la splendeur romaine qui s'installe après le règne hellénique. Et voilà qu'un homme, un de nos pères, nous, le passionné de l'écriture, Virgile, qui va s'inspirer de Homère, de l'Iliade et de l'Odyssée
pour écrire l'Énéide. Oui. Nous sommes sous le règne d'empereur Auguste, fils adoptif du grand César, donc dans le siècle de Jésus-Christ. Il écrit ses livres, mais sous le mécénat de l'homme qui a laissé son nom dans l'accompagnement des œuvres littéraires, les conseillers de l'empereur Auguste, Mécène. Alors l'aventure de Belles Lettres commence à prendre forme. Mais on quitte la Rome antique pour la France, avec Racine, qui lui s'inspire de l'Énéide de Virgile pour écrire l'œuvre gigantesque de la littérature française qui consacre le Belles Lettres, c'est Andromaque. Et ensuite, nous allons tranquillement avec Rabelais et le siècle des classiques, avec la Renaissance européenne, jusqu'à ceux qui nous sont proches, c'est-à-dire Corneille, Molière, Jean de la Bruyère, ainsi de suite, qui font asseoir vraiment l'histoire de Belles Lettres. Jusque-là, les Belles Lettres, elles étaient Belles Lettres parce qu'elles incarnaient la science. La science était l'écriture. Mais avec l'évolution de l'esprit humain, la découverte des sciences et l'efflorescence des savants, l'écriture de la science se sépare de Belles Lettres dans sa dimension poétique avec tous les genres, c'est-à-dire les romans, le drame, ainsi de suite, les théâtres. Donc la science se sépare des genres littéraires pour devenir une écriture technique. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle et le Belles Lettres perd un peu de ses noblesses pour rester dans le périmètre strictement littéraire. Voilà ce que moi je peux dire de Belles Lettres qui ont connu leur apogée avec les grands dramaturges français, Molière, Corneille, mais aussi Shakespeare, et ainsi de suite. En fait, si je vous ai bien suivi, l'invention de l'écriture vient de l'Afrique, alors que les Belles Lettres telles que nous les entendons pour le moment, c'est en Europe qu'elles ont pris de l'envol ou qu'elles se sont exprimées en tant que telles. C'est pour ça que je parlais de pérégrination. Oui. Mais il y a toujours l'enclos génésiaque, la naissance. Oui. Et c'est en Afrique. Et l'Afrique nubienne, l'Afrique noire. Oui. Et j'ai bien parlé de l'écriture méroïtique, la première des écritures humaines, Oui. qui est née chez nous et dont on a retrouvé des traces dans les grottes de Lovo, chez nous. Et des traces écrites, mais les traces mathématiques de cette écriture méroïtique ont été découvertes à Ishango, encore chez nous. Nous devrions être déclarés le berceau des sciences parce que c'est là qu'on a retrouvé les traces de premiers exercices mathématiques datant de 23 000 ans avant notre ère. Quand vous dites que le Belles Lettres au début incarnait la science, vous ne trouvez pas que c'est contradictoire dans la mesure où les Belles Lettres visent plus la beauté alors que la science vise la vérité? Les sciences ont divorcé avec la dimension littéraire de Belles Lettres. Avant le XIIe siècle, Oui. Le père des sciences s'appelait Homère. Homère, Homère était le père des sciences. le père de la littérature ou des sciences. Non, mais à l'époque, la littérature était la science. Bon. Et la science n'était pas écrite. Il n'y avait pas d'écriture technique parce que la science était dans son enfance. Et rappelez-vous, déjà, les Européens, les Acadiens,
donc l'Europe, hormis la Grèce, découvre les grands esprits grecs au Xe siècle. Ils découvrent Aristote avec les Arabes, les Sarrasins, qui ont envahi l'Andalousie. En fait, je voulais savoir où était la philosophie en ce temps-là, puisque moi j'ai appris que la philosophie c'est la mère de la science. Elle s'est confondue avec la littérature, les belles lettres ou je ne sais pas. La philosophie était dans la littérature. Ah bon? La philosophie, c'était les évocations littéraires. Oui. Et lorsque vous redressez les deux grandes œuvres, les œuvres mères Oui. de la littérature, l'Odyssée et l'Iliade, il y a dans ces deux œuvres de la philosophie, de la poésie, un peu de tout. Et plus on avance dans la rigueur littéraire, plus on développe des genres littéraires. Et la philosophie s'escinde avec sa dimension propre d'exploration de tout ce qui est invisible à l'œil nu. Donc une dimension un peu plus raffinée de la compréhension du fonctionnement de l'univers et des hommes. Comment concevez-vous la beauté des lettres? Comment est-ce qu'une lettre peut être belle? Alors je vous repose la question autrement. Oui. Comment une femme peut être belle? Comment faites-vous la différence entre une femme très belle et moins belle? Une femme aurait dû être simplement une femme. Oui. Parce qu'elle a des attributs des femmes. Parce qu'elle a dans le sexe. C'est le sexe féminin. Oui. Où trouvez-vous la différence entre une femme moins belle et une autre beaucoup plus belle? C'est la même chose avec les lettres. On a voulu que l'écriture ne soit pas des traces froides, sans charme. On a voulu qu'au-delà de la connaissance, que la lecture procure une aisance, un bien-être, une attraction autre que l'absorption du savoir. Et nous avions mis de la poésie. Les grands esprits ont mis du drame, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ce qui n'était qu'écrit pour transmettre le savoir est devenu une beauté, un charme qui vous entraîne dans la consommation des écrits. Et vous trouvez du plaisir, comme nous trouvons du plaisir à regarder une belle femme ou un bel homme d'ailleurs. Est-ce que cette beauté-là, la beauté de l'être, elle est perceptible par tout le monde ou il faut une certaine initiation pour la saisir, pour l'appréhender? Mais vous savez que la beauté est un coin de convention universelle. On se demande, mais comment mettre tout le monde d'accord? Sur base de quel trait? Ce qui est valable pour les regards humains sur un autre être est valable pour les lettres. Lorsque la combinaison des mots et l'étalement des phrases crée un charme à la lecture, et au-delà de la lecture, parle à l'oreille et vous donne envie de parler. Vous retenez les belles phrases parce qu'elles sont belles. Et c'est comme ça que naissent les genres littéraires. Est-ce que tout le monde peut arriver à décoder cette beauté-là, à appréhender cette beauté-là? Puisque souvent on dit que l'écrivain encode et les lecteurs décodent. Oui. Si on n'arrive pas à décoder, on ne saura pas apprécier cette beauté-là. Oui, justement, entre l'encodage et le décodage, Oui. il y a deux choses fondamentales. Lesquelles? La découverte du mot qu'on ne connaissait peut-être pas, la découverte de l'invention phraséologique qu'on voudrait bien garder, conserver, en faire soi-même, mais il y a comme
un attrait, parce que lorsque nous écrivons, nous-mêmes, nous nous posons cette question. Est-ce que cette phrase est belle? Oui. Et on fait un travail mécanique de changement, de déplacement de mots pour réunir une combinaison qui crée du charme. Et chaque phrase est conçue pour plaire, au-delà du contenu cognitif qui existe dans la phrase. On est là pour plaire. On fait un peu ce que font nos jeunes sœurs, nos femmes. Bon, elles pouvaient sortir comme ça et être belles, mais elles pensent qu'il faut transiter par les maquillages. Nous aussi, nous faisons du maquillage. Nous changeons de mots, nous déplaçons le verbe pour faire de belles lettres, pour plaire. Concevez-vous une écriture qui ne soit que belle et pas utile, qui se contenterait d'être seulement belle et pas utile? Non, l'écriture, c'est pour ça qu'il y a des genres littéraires. Oui. On vous prévient. Et je me présente à vous comme une fiction. Vous savez que vous faites une immersion dans une fiction. Je me présente à vous comme un drame. Vous savez que vous êtes un drame. Je me présente à vous comme un essai. Préparez-vous à être sérieux. Je me présente à vous comme d'autres genres littéraires. Nous, on est sincère avec celui qu'on veut plaire. Mais dans la transmission du savoir, dans la transmission de l'utilité, nous n'oublions pas le maquillage pour plaire. Parce que nous voulons vous retenir de la première à la dernière page. C'est les défis que se lancent les écrivains. Ce n'est pas une consommation aisée. Baisser la tête et absorber des phrases et des mots. Mais lorsqu'il y a des charnières de beauté qui vous retiennent, qui vous empêchent de fermer le livre, et c'est tout cela que l'écrivain cherche au-delà de la transmission des connaissances et du savoir. Et on n'oublie pas, l'essentiel, c'est la transmission, dans tous les genres. L'essentiel, c'est la transmission, mais pour que cette transmission soit pertinente, il faut l'envelopper des éléments de beauté. Est-ce possible d'aimer un texte littéraire, un poème, sans avoir compris le sens de ce poème? Oui, c'est cela la magie du livre. Vous pouvez aimer un mot. Oui. Vous pouvez être retenu par la rythmique des phrases, le rime, sans forcément comprendre le sens. C'est comme si vous vous passionnez pour une chanson écrite en anglais. Vous n'en comprenez pas le sens. Et nos chanteurs au début de la rumba, ils chantaient tous en espagnol. Ils ne comprenaient pas. Mais c'était l'ensemble, le bel ensemble, bien étalé de manière harmonique, qui fait que non, on est pris de passion, on est pris d'amour pour le texte sans forcément en connaître la signification. Honorable, aujourd'hui, nous vous recevons comme un homme de lettres. Oui. J'aimerais quand même savoir d'où vous est venu cet amour, cette passion pour la littérature, le livre, la lecture. Alors, cette passion est partie d'une aventure. J'avais 12 ans, je me rappelle très bien. Et j'étais au collège de Kimwenza. J'ai fréquenté assidûment la bibliothèque du Canisius, jusqu'à ce que j'ai découvert l'Esside de Corneille. Oui. Et justement, je lisais sans comprendre. Mais j'étais émerveillé par la forme, l'écriture, et surtout par les titres, l'Esside. Je voulais comprendre l'Esside.
Et j'ai demandé au père qui était bibliothécaire de ramener les livres à l'internat pour le consommer à mon rythme. Il dit non, non, les livres ne sortent pas. Alors je devais venir quasiment tous les jours et copier. Je me suis retrouvé avec les Cides intégralement copiés par ma mère chez moi à l'internat. Et c'est mon tout premier livre que j'ai consommé et j'ai fini par comprendre. Et c'est comme ça qu'est partie la passion de la littérature, de la lecture et de l'écrit. Et ensuite, j'ai eu le bonheur d'avoir un parrain qui était écrivain, Mabika Kalanda, et qui m'a dit un jour les métiers les plus nobles, les plus sincères, parce qu'on ne triche pas quand on écrit. Oui. C'est la littérature et je veux que tu deviennes écrivain. Voilà. Donc c'était un ordre, une passion qui a démarré avec les Cides, et un ordre de mon parrain Mabika Kalanda, Auguste. Et parmi les écrivains africains, est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué? Oui, il y en a un qui m'a particulièrement marqué et qui dirige ma conscience jusqu'aujourd'hui, c'est Cheikh Anta Diop. Et mon plus grand bonheur, les moments les plus splendides de ma vie, oui, c'est les jours où les collaborateurs de Cheikh Anta Diop, le professeur Théophile Obenga, a béni un de mes ouvrages, La Révolution du pouvoir-faire. Il est venu ici à Kinshasa pour baptiser mon ouvrage. C'est le plus beau jour de ma vie. Parce que j'ai raté chez Anta Diop, il est mort depuis, mais il y a eu son proche collaborateur, le continuateur de ses œuvres, le Théophile Obenga, qui a baptisé un de mes ouvrages. Voilà, il y en a bien d'autres, mais c'est particulièrement Cheikh Anta Diop qui m'a marqué comme écrivain africain. Et au Congo? Au Congo, beaucoup ont impacté ma volonté d'écrire, en commençant par notre grand-père commun, l'abbé Stefano Kaosé, qui a écrit en 1910 La psychologie des Bantous, oui, mais aussi nos pères. Nous leur devons la gratitude. Lomami, Paul Lomami, Roger Bolamba, notre grand-père, mais aussi on peut associer Zamenga Batukezanga, et puis nos pères, Valentin Moudimbe, Georges Ngral, voilà, il ne faut pas que j'en oublie. Et ensuite nos aînés, et parmi nos pères, c'est Mabika Kalanda. On ne peut pas faire la politique dans ce pays sans avoir lu la remise en question de Mabika Kalanda et surtout sans avoir lu la révélation de Tchakani. On ne peut pas faire la sociologie quand on n'a pas lu la révélation de Tchakani. On ne peut pas faire la politique quand on n'a pas lu la remise en question de Mabika Kalanda. Mais aussi Ndaïwel, oui, l'historien, il reste mon maître. Et j'ai voulu qu'il dirige mon travail de 3e cycle sur l'histoire. C'est l'histoire. Parce que bon, c'est la référence. Et il m'a dit, tu n'as pas besoin de faire une thèse. Et depuis lors, je lui garde une gentille don. Mais aussi nos aînés. Et nos aînés, nous leur devons une grande gratitude. Nos aînés, c'est les grands, c'est lui qui tient encore la flamme de la littérature, que je considère comme le vaillant guerrier de la littérature congolaise. Actuellement, c'est le professeur Yoka Lie Moudaba, oui, mais aussi, vous savez, quand on se passionne pour l'écriture poétique, on ne peut pas ne pas se donner comme maître Masséga Bio. C'est un génie de l'écriture poétique dans notre pays. Voilà, ce sont mes références, Masséga Bio, et je consomme chaque fois les jours de l'Éternel. Parce que là aussi,
pour connaître la vie politique congolaise, mais avec une écriture d'un raffinement étonnant, d'une rigueur scientifique hors pair. Ça, c'est Masega Bio qui doit être redonné à la jeunesse comme un modèle à suivre. Mais aussi tous nos amis, jusqu'à la jeunesse montante. Richard Ali, j'ai lu son livre Ebamba, écrit intégralement en lingala. Et je reste dans ces paris délimités d'écrire un jour en lingala, un livre complet, un livre riche et très, très beau à lire, mais aussi le jeune qui monte et qui me plaît beaucoup, Micro Méga, qui, bien que cela meure, mais il y a un contenu poétique bouleversant dans ces slams. Voilà, j'en ai oublié beaucoup, mais c'est des repères dans le monde littéraire congolais. Vous avez cité là Masega Bio. Est-ce que vous arrivez quand même à décoder ces livres, vu son écriture, c'est une écriture fermée? Mais justement, Masega Bio, on ne le lit pas une fois. Il faut relire et prendre la précaution de se faire accompagner d'un gros dictionnaire. Et c'est ça, Masega Bio. On ne l'ouvre pas une fois. Il faut l'ouvrir une fois, revenir. Peut-être c'est à la troisième lecture qu'on comprend le mieux Masega Bio. Mais à force de les lire, j'ai lu Le Jour de l'Éternel, je crois, 5 ou 6 fois, pour saisir la quintessence de ce qu'il a voulu transmettre. Okay. Et surtout qu'il y a dans ces livres un mélange des genres, méditation, des chants même, des chants lyriques, poétiques. Non, c'est un génie de la littérature congolaise. Okay. Honorable, il y en a qui écrivent par amour des mots, d'autres pour se retrouver, d'autres encore pour partager une pensée, une émotion. Et vous, pourquoi écrivez-vous? Ben, j'écris parce que j'ai reçu l'ordre d'écrire. J'écris parce que je trouve égoïste de ne pas pouvoir transmettre les émotions et les tribulations qui font ma vie au quotidien. J'écris parce que je me rappelle que de toute la splendeur de la civilisation grecque, par exemple, les souvenirs n'ont pas retenu des grands empereurs helléniques. La Grèce nous a laissé que des grands esprits, les grands écrivains. Ouais. Et j'écris pour que notre histoire puisse se pérenniser à travers les temps. J'écris parce que mon Créateur, mon Dieu, est d'abord un écrivain. Je dois l'imiter. Je l'ai connu à travers un livre. Un livre sacré, certes, mais un livre. Comment être bien créé à l'image de l'Éternel? En écrivant, je me sens vraiment fils de Dieu, créé à son image. Il nous a légué les livres saints, la Bible, mais nous continuons dans nos petits ouvrages en imitant le Saint-Esprit. Honorable, Honoré de Balzac, on dit de lui que quand il voulait écrire le soir, il portait une soutane de moine pour écrire. Je me dis, est-ce qu'il vous faut un certain rituel, une certaine atmosphère pour produire une œuvre d'esprit? J'aurais voulu que ma femme réponde à cette question, parce que j'écris tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Oui. Et j'écris pendant les embouteillages, et j'écris dans mes moments d'aisance intime, et je me promène avec des papiers partout. Ah bon? Partout, j'écris tout le temps. Et c'est parce que j'ai l'impression d'être en retard d'écriture. Je me suis donné le projet d'écrire
énormément de choses. J'ai énormément de titres d'ouvrages qui traversent mon esprit. Alors je suis pressé de mettre ça sur un papier. Je me balade toujours avec des papiers. J'ai une dizaine de carnets. J'écris partout, tout le temps. En fait, une question me passe par la tête là. Vous êtes parmi les écrivains congolais les plus prolifiques. Quelles sont vos sources d'inspiration et quelle est votre méthode de travail? Alors, il se trouve que je suis un peu politique. Ouais. Et les vécus quotidiens congolais m'interpellent. Et j'aurais voulu être architecte du bien vivre ensemble congolais. Alors je me suis donné une hiérarchie des priorités dans les jalons à poser pour construire ces bien vivre ensemble congolais. Vous remarquerez une certaine diversité dans mes écrits. Oui. Mon dernier livre parle de l'économie de la rumba. Je suis toujours à la recherche des jalons pour poser et créer cette chaîne de valeurs dont l'ensemble produira le bien vivre ensemble congolais. Ce qui m'inspire, c'est le vécu quotidien congolais. Lorsqu'on lit vos livres, on constate qu'ils sont bien écrits, avec beaucoup d'intelligence, Merci beaucoup. de finesse, Merci. de clarté et de sérieux. Pour emprunter le mot au professeur Jean-Marie Moutamba Makumbo, qu'est-ce que vous faites pour obtenir un tel résultat? Vous savez, lorsque j'ai parlé de ces métiers comme un des métiers les plus sincères, c'est parce que nous, en écrivant, on se livre à la critique. Ouais. On s'expose au regard des autres. Alors il faut faire attention. Parce que la meilleure identité, le seul diplôme Oui, d'un écrivain, c'est son œuvre. tout à fait. Vous êtes jugé à travers les sérieux que vous mettez dans votre œuvre. Je prends le temps, par respect pour ceux qui vont me lire, d'être le plus pointilleux possible. Et c'est là que la patience a toute sa place dans ma vie. Je suis un homme d'une patience élastique. Pourquoi? Parce que un écrivain ne peut accomplir intelligemment son œuvre que dans la science de la patience. Vous pouvez mettre un mois à corriger, recorriger, revenir sur une phrase. Vous pouvez mettre 6 mois sur un paragraphe. Vous pouvez mettre 1 année pour élaborer une page. C'est la science de la patience qui permet à un écrivain de produire une œuvre de qualité. Et je m'applique à ça, je ne suis jamais pressé. Et je vais jusqu'au bout de ma livraison intellectuelle pour clôturer un livre. Le baptême de baptisé, ça vous a pris combien de temps à peu près? Le baptême de baptisé m'a pris 5 ans, 5 ou 6 ans. Vous écrit ces romans-là? 6 ans d'écriture. Ah bon? Oui. Vous savez, là, on ne peut pas être plus patient. Mais il y a des livres qui m'ont pris plus d'années que ça. Combien, par exemple? J'ai écrit l'histoire du Congo, de l'Égypte en Banza Congo pendant 7 ans. 7 ans. Oui. Ok. Et il m'arrive à écrire 2 livres en même temps. 2 livres en même temps? Oui. Sans mitoyenneté littéraire. En ce moment, je suis en train d'écrire sur les Sénats, par exemple. Parce que je suis sénateur, Oui. je me suis posé cette question simple. Que peut faire un écrivain dans un cénacle institutionnel comme la haute chambre du Parlement? La première chose, c'est écrire sur ce que peut être la légistique congolaise. Mais je l'écris en écrivant en même temps, et je l'ai fini, l'économie de la rumba congolaise, Oui. qui est tout à fait une autre histoire. Ok. Pour revenir à l'écrivain,
Quelqu'un a dit que le rôle des écrivains est de décrire le visage de leur temps et de fournir ce temps en idées, en mouvement. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, parce que l'écrivain, c'est les témoins de la quotidienneté. Okay. Et c'est lui qui marque les temps. Sans écrivain, on n'aurait pas connu Jésus-Christ, par exemple. Sans écrivain, on n'aurait pas connu les grandes épopées du monde. Sans écrivain, il n'y aurait pas eu l'histoire des civilisations, l'histoire des peuples et des nations. Le vrai marqueur de temps, oui, à travers les siècles, c'est l'écrivain. Aujourd'hui, nous avons du mal à parler de notre ancestralité précoloniale. C'est parce que nous ne trouvons pas des traces écrites qui témoignent de ce que nous étions avant l'arrivée des conquistadors espagnols. Les jours où nous arriverons à exhumer des traces écrites de notre ancestralité nubienne, nous allons découvrir des talents inouïs, nous allons découvrir des intellectualités étonnantes qui vont tout de suite impacter ou réveiller notre génie actuel. Lorsque je parle des bateaux de Shango, oui, qui devraient conférer à la République démocratique du Congo les statuts de berceau des sciences, j'insiste, berceau des sciences, parce que le premier exercice a été découvert ici chez nous à Ishango. J'insiste sur cet aspect pour que les esprits actuels soient interpellés et s'approprient cette ancestralité en disant que puisque nos ancêtres ont inventé les sciences mathématiques, donc dans notre ADN, nous avons le génie des sciences endormies, qui piaffent d'impatience et qui attend ces liens avec Ishango pour déployer les grandes splendeurs scientifiques congolaises. Voilà l'importance de l'écrit. Aujourd'hui, les Grecs se sentent grands peuples parce qu'ils ont les souvenirs de Socrate, de Platon, d'Aristote. Nous nous sentons intellectuellement des bas de gamme parce que nous n'avons pas de grandes références de notre ancestralité précoloniale avant l'arrivée des conquistadors portugais. Peut-on par là dire que le rôle de l'écrivain est essentiellement historique? Non, l'écrivain, il pose des actes... La responsabilité plutôt de l'écrivain. Non, mais la responsabilité est d'abord historique, mais aussi actuelle. Oui. Lorsque j'écris sur l'économie de la rumba, oui, je déplore que ce patrimoine artistique ne puisse pas créer une chaîne de valeur économique créatrice d'emplois et de richesses, alors que notre pays regorge des talents dans ces domaines de la danse et du chant, alors que notre pays est première puissance musicale d'Afrique. Et cette puissance n'engendre pas une économie qui donne à ces jeunes de l'emploi. Et cette puissance ne permet pas à nos artistes qui ont des talents incroyables de vivre de leur métier. Quand je vois Beyoncé et Jay-Z, des Américains, rien que pour l'année passée, ils ont fait 253 concerts. Non, 44, 49 concerts, mais pour 253 millions de dollars. Et derrière Beyoncé et Jay-Z, c'est des milliers d'emplois, mais des emplois à contenu réel de pouvoir d'achat. Je déplore que ces patrimoines riches ne puissent pas charrier une économie qui procure à nos jeunes des emplois et donne à notre pays des richesses. Voilà, ça c'est la quotidienneté, oui, c'est le factuel, c'est aujourd'hui. Mais aussi, j'ai fait la biographie de Paul Pantafarnana. Oui. Là, c'est la dimension historique. Oui. Et dans mon livre, réécrire l'histoire. Là, je suis à la recherche de la médication décisive sur les séquelles traumatiques
de notre passé essentiellement colonial et esclavagiste. En fait, quelque part, dans votre essai Réécrire l'histoire, vous écrivez ceci, je cite, « L'histoire est un cours d'eau. Mais comment le fleuve peut-il faire fi de sa source? Comment le fleuve peut-il se complaire de ses égarements en prenant ses cataractes pour sa source ?» Vous pouvez nous éclaircir là-dessus, nous éclairer là-dessus. Ben, les cataractes, pour le coup, c'est la colonisation. L'influence, c'est le 3 avril 1483, Oui. où le Portugais viennent, ils enlèvent les Mampata. Nous avions dans le royaume Congo des génies qui maîtrisaient l'écriture. Diego Cao, quand il arrive, il constate qu'il y a ce qu'on appelait à l'époque Oui. des Mampata, des esprits, Oui. des lettrés, des savants, qui étaient aussi médecins. La première chose que Diego Cao fait, c'est le kidnapping de ces Mampata. Ils étaient 4. Il les amène au Portugal. Un d'entre eux a survécu, Da Silva, Kasuka. Il a même créé une école d'enseignement de la langue Congo. Nous sommes au XVe siècle. Et le roi Jean II le Parfait était tellement émerveillé par l'intelligence de ces Mampata qui maîtrisaient l'écriture. Il a décidé d'en faire le roi du prolongement du Portugal en Afrique, l'empire du Portugal. Dommage qu'Asuka en oublie. On lui a donné les titres du roi de l'Afrique portugaise, mais il meurt vers les îles Açores. Et c'est comme ça que l'histoire de nos relations avec le Portugal va prendre un autre cours, le cours de l'esclavagisme. Alors, tout ça pour dire, l'écrivain, Oui. la science et tout ce qu'il nous faut pour vivre comme des êtres humains, créés à l'image de Dieu, le rôle de l'écrivain est fondamental. Et je ne comprends pas que l'écrivain soit l'homme le plus méprisé de notre pays. Je ne comprends pas que les livres soient l'objet tout le temps piétiné dans notre pays. Et lorsqu'on déclare sa passion pour les livres, on déclenche les rires. Oui, les colibris. Mais les mêmes personnes envoient leurs enfants à l'école. L'école n'existe que parce que les livres existent. Et les enfants y vont pour ouvrir les livres. Sans écrivain, il n'y a pas d'école. C'est bien, on se contente des écrits des autres. Mais il serait bon que les écrivains congolais soient encouragés, qu'il y ait une chaîne de valeur de la littérature qui rémunère toutes les parties prenantes de la fabrication du livre et les écrivains au bout pour que ce travail d'écrivain soit un vrai métier, parce que ce métier qui se dégrade, c'est la connaissance qui perd en valeur et en considération. Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune qui veut se lancer dans la carrière d'écrivain, d'auteur? Quelles sont les qualités requises pour être un bon écrivain? Pour être un bon écrivain, il faut être un passionné de la lecture. Il faut aimer la lecture et lire n'importe quel ouvrage, même les livres de cuisine. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas être écrivain sans être passionné de la lecture. La deuxième chose, il faut être adepte de la religion de la patience. De la science de la patience, c'est la religion de la patience. Oui. Et surtout, il faut, en troisième lieu, et c'est fondamental, aimer la solitude. Parce que l'écrivain, dans sa passion de lecture,
doit demeurer un solitaire qui dialogue avec tout le monde et avec les gens de tous les siècles. Moi, je suis l'ami de Platon. Je suis l'ami de Socrate. Très intéressant. Quand je suis solitaire, je parle avec eux. Je discute avec Cheikh Anta Diop, avec Mabika Kalanda, avec Chateaubriand, avec Voltaire. Je lui pose des questions. Mais d'où vous est venue, M. Voltaire, l'idée d'écrire Zaïre? Quel est le lien entre le Zaïre de Voltaire et les Zaïre de Mobutu? Je dialogue avec ces gens-là et j'ai besoin des moments de solitude pour ce genre de dialogue. Honorable, déjà, dans la Rome antique, on disait ceci, primo, manducare, deinde philosophare. Pour dire d'abord manger et après la réflexion, la lecture et autre chose. Dans le contexte de nos pays où ces problèmes demeurent, le problème du manger, le problème du boire, du vêtir, demeure récurrent, vous ne trouvez pas que le problème de la lecture devient une aporie? Alors, dans cette évocation, vous avez fait une ablation de la compréhension de la lexie manger. Oui. À l'époque, c'est l'époque de Lucilius, Oui. il disait, primo, il faut manger les savoirs. Ah, c'est les savoirs, c'est Oui. pas de la nourriture physique. Il faut manger les savoirs comme vous faites manger votre estomac tous les jours. Oui. C'est-à-dire tous les jours. Il faut consommer les savoirs. Parce que les savoirs et la consommation pour l'estomac, c'est des choses imbriquées. Pour remplir l'estomac, Oui. il faut peut-être avant tout remplir les cerveaux. Comment? Mais sinon, demain, vous ne savez pas comment vous allez remplir l'estomac. Parce que c'est le savoir qui vous permet de fabriquer ce qui va nourrir l'estomac. Vous commencez par quoi? Quand vous mangez, Oui. quand vous êtes à table, il y a une pensée qui a inventé la table. Il y a une pensée qui a inventé l'assiette. Il y a une pensée qui a inventé les aliments pour que ces aliments assiègent vos assiettes. Alors vous commencez par quoi? Par manger les savoirs qui vous permettra de pérenniser cette habitude de consommation ou vous renversez les choses. Les hommes pouvaient se permettre ces luxes quand ils étaient experts en cueillette. Dieu avait fait le travail de l'estomac. Il ne leur restait que la cueillette. Mais maintenant, il faut produire. Pour produire, il faut inventer. Oui. Au-delà d'inventer, fabriquer, créer des réseaux de distribution, des conditionnements. Qu'est-ce que vous faites? Vous consommez d'abord? Vous réfléchissez après? Ou vous réfléchissez pour toujours consommer? Voilà. Nous devrions consommer les savoirs tous les jours comme nous consommons nos aliments tous les jours. Quelle importance accordez-vous alors au savoir dans une société? L'importance du savoir. Oui. Vous savez, le savoir est dans le corps social. Oui. C'est que le sang est dans le corps humain. Ok. Vous pouvez faire de l'hypertension si vous êtes en hyperproductivité intellectuelle. Oui. Mais vous pouvez aussi faire de l'hypotension Attention. si vous êtes en état de sous-réflexion. À votre avis, nous sommes dans quel état, nous, en RDC? Le deuxième, là. En état de sous-réflexion. Oui, oui. Donc, les savoirs régulent la capacité des peuples et des nations à créer le bonheur collectif. Et les sens circulent.
En dehors du circuit scolaire, comment peut-on acquérir le savoir? Alors, le savoir doit se chercher partout. Dans la discussion entre amis, Oui. le savoir oral, dans tout écrit qui existe. Mais aujourd'hui, avec le multimédia, il faut aller chercher les savoirs à la télévision, la radio, l'Internet. Oui. Tout est prétexte pour absorber les savoirs. Je vous ai dit, la passion de la lecture est valable même pour les livres de cuisine. Vous découvrirez une phrase qui vous enrichirait. Vous découvrirez un mot qui va vous ragaillardir sur le plan vocabulaire. Donc le savoir est à chercher partout. Et la plus grande fierté d'un homme, c'est d'avoir le moins possible des trous dans la connaissance, la culture générale. La plus grande fierté d'un homme, c'est au-delà d'un homme. Oui. La plus grande fierté pour un peuple, c'est l'autosuffisance intellectuelle nationale. Chaque fois que nous emportons une œuvre d'esprit, c'est pas seulement les livres, la voiture, la caméra, la table, n'importe quoi, tout ça sort des esprits des hommes. Ouais. Chaque fois que nous importons, nous avouons notre incapacité de nous servir de notre savoir. Alors, quand est-ce que nous arriverons à moins importer? Aujourd'hui, la balance commerciale sur toutes les importations, surtout alimentaires, c'est 90%. Donc 90% de ce que nous consommons, c'est l'étranger. Donc, notre cognition, notre cortex ne participe à notre survie qu'à hauteur de 10%. 90% de notre existence autonome est sustentée par les savoirs étrangers. Nous ne sommes pas beaux à voir comme peuple. Nous ne sommes pas dignes d'être créés à l'image de Dieu. Il faut que nous relevions les défis de l'autosuffisance intellectuelle nationale. Lorsque vous regardez les débits de boissons qui s'ouvrent très tôt le matin, les jeunes gens qui boivent là, c'est de futurs probables inventeurs de véhicules. C'est des possibles savants. Mais puisqu'on n'a pas mis les savoirs au cœur de notre fonctionnement quotidien, ces jeunes gens gaspillent des énergies cognitives dans la boisson, dans l'alcool, dans la prostitution juvénile. C'est cela l'état de sous-réflexion. Il faut que ces cris de vouloir savoir, vouloir connaître, apprendre tous les jours, comme on mange tous les jours, c'est cela la voie du salut pour notre société. Nous sommes dans cet état parce qu'on ne lit pas beaucoup. Nous sommes dans cet état de pauvreté parce qu'on piétine les livres. Je suis parlementaire aujourd'hui, sénateur. Vous vous doutez bien, la première chose pour moi, c'était d'aller visiter la bibliothèque du Sénat. Oui. J'y suis allé, j'ai trouvé 3000 volumes. Sénat et Assemblée nationale réunis. 3000 volumes. Chez moi à la maison, j'en ai plus ou moins 10 000. Et je pose la question au bibliothécaire. Jamais un seul franc n'est sorti du budget de ces deux chambres pour acheter un livre. Tous les livres de cette bibliothèque, c'est des dons des organismes étrangers. Même là, on est nourri par l'étranger. Qui sommes-nous? Les drapeaux ne suffisent pas. L'hymne national ne suffit pas. Il faut faire preuve de souveraineté nationale, d'indépendance nationale, par l'autosuffisance intellectuelle. Et cela au travers de la créativité nationale. Il faut que vous et moi, nous ayons des pantalons, des costumes, des cravates imaginés par les Congolais, fabriqués par les Congolais, en commençant par les cotons congolais.
Nous étions parmi les gros producteurs du coton avant l'indépendance. Aujourd'hui, pas une tonne de coton sort de notre sous-sol. Où allons-nous? Le seul salut, c'est les livres. Parce que l'intellectualité d'un peuple n'a pas d'autre levier que les livres. Honorable, votre œuvre comporte plusieurs genres littéraires, notamment romans, théâtre et essais. Pouvez-vous nous exposer brièvement la thématique que vous exploitez dans le roman Le baptême des baptisés? Alors, le baptême des baptisés, j'aurais voulu, dans ce livre, faire un rappel à notre esprit commun. Oui. Parce que je suis dans la recherche des raisons, des traumatismes qui compriment nos efforts cognitifs. Je ne m'explique pas qu'un pays gâté par la Providence, par Dieu, puisse rester figé dans des malheurs que rien n'explique. Ces troubles m'ont amené à explorer un peu l'esprit congolais. Mais l'esprit, il est locataire de la mémoire. C'est la mémoire qui est propriétaire dans le grand habitacle du cortex, de la tête. La mémoire nourrit l'esprit, active ou désactive l'esprit. Qu'est-ce que cette mémoire donne à notre esprit pour se croire capable de regarder notre société dans les yeux et de chercher, de trouver des réponses à nos drames, à nos malheurs, à nos souffrances? L'esprit ne sera fort que par rapport à la nutrition mémorielle. Mais assez souvent, lorsqu'on regarde, vous remarquerez dans le livre, oui, Le baptême des baptisés, je commence par une enquête à l'UNIKIN, où je pose des questions aux érudits de notre société. Quel est votre plus vieux souvenir? Tout le monde s'arrête à Lumumba. Le plus vieux souvenir, c'est Lumumba. Donc le plus vieux souvenir, c'est 30 juin 1960. Mais en vérité, on n'ose pas regarder le passé. Le passé nous enseigne la génuflexion. Le passé dresse la vitrine de nos faiblesses. Lorsque nous étions quasiment des animaux corvéables à souhait entre les mains de Belges. Le passé nous rappelle la traite négrière. On n'en est pas fiers. On cherche un jalon dans notre histoire. On se contente du 30 juin 1960. En réalité, nous fuyons ce passé. Or, ce passé-là n'est pas à fuir, parce que les acteurs de ce passé sont devant nous, oui, ou avec nous. Et en fuyant ce passé, rapidement, on se met à genoux devant les acteurs de ce passé, qui sont devant nous, qui sont avec nous, qu'on appelle la communauté internationale. Alors, dans ce livre, Les baptêmes des baptisés, j'ai voulu donner d'autres repères ou d'autres aliments à la mémoire pour que celle-ci sustente en mieux notre esprit. Pour dire que non, avant l'arrivée des Blancs, nous avons existé. Et je suis allé chercher notre existence depuis Noé. Et Noé, Couche, c'est la descendance noire des enfants de Noé. Oui. Jusqu'à la Nubie. Et nous, peuple congolais, nous sommes issus de la Nubie.
Et là où ça manquait, j'ai créé la fiction. Et pour demeurer sérieux, la fiction a servi des moments de charnière à des éléments historiographiques sérieux. Voilà un peu ce que j'ai voulu transmettre. Dire aux Congolais, nous devrions exhumer notre ancestralité précoloniale. Elle nous rendra dignes. Elle nous fera découvrir des talents extraordinaires de nos ancêtres. Nous en serons tellement fiers que nous serons dans l'obligation de reproduire ces exploits d'antan, les exploits scientifiques, parce que, je le rappelle, nous sommes le berceau des sciences, ce sont nos ancêtres qui ont inventé les sciences et nous avons maîtrisé l'écriture qui s'appelait méroïtique, dont on retrouve des traces dans les grottes de Lovo et dans d'autres endroits de la RDC. Pourquoi cette orientation historique que vous imprimez souvent vos livres? Mais c'est parce que je veux réparer absolument. Je veux participer à la réparation mémorielle de notre histoire et je pense que c'est là que résident les racines de nos comportements égarés d'aujourd'hui. Vous savez, notre histoire contemporaine, c'est 3 moments. Nous avons courbé les chines avec la traite négrière. Nous nous sommes fait complices de la vente des nôtres aux enchères. Nous nous sommes mis plats à terre avec la colonisation. Nous avons accepté de devenir des bêtes de somme des étrangers, corvéables à merci. Mais plus terrible, depuis le 30 juin, depuis l'indépendance de notre pays, nous sommes devenus les destructeurs de notre propre destin. D'où peut provenir ces attitudes? Quand on a été esclave, quand on a été corruption, quand on a été colonisé, on ne peut pas tolérer des maladies comme la corruption, les détournements des deniers publics. On devrait montrer à ceux qui nous ont colonisés qu'on s'aime, qu'on aime notre terre, qu'on aime notre race et qu'on le prouve à travers le bonheur collectif que nous devons créer. Nous avons fait le contraire. Nous sommes devenus les destructeurs de notre propre nation. Nos colons rigolent. Nos esclavagistes se disent on ne s'était pas trompé. Ce peuple est bon à être exploité. Cela devrait susciter vengeance en nous. Voilà pourquoi j'écris ces livres. Je suis allé chercher dans notre passé récent les traces, les racines de ces mots qui compriment nos ressorts cognitifs, qui nous empêchent d'être meilleurs, qui nous empêchent de croire en nous. Parce que l'intelligence ne fonctionne que lorsqu'il y a confiance en soi. Lorsque vous n'avez pas confiance en vous, l'intelligence ne se manifeste pas. Et c'est pour ça que Dieu dit, je vous ai créé à mon image. Voilà ce que je fais. Moi, votre Créateur, moi, votre Père, vous êtes capable de m'imiter, de faire comme moi. En attendant le paradis dans les cieux, vous êtes capable de créer le paradis sur terre. Mais quand vous n'avez pas confiance en vous, quand vous n'êtes pas fier de vous, de votre race, de ce que vous êtes, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas croire que vous êtes créé à l'image de Dieu et créer une terre qui soit l'antichambre du paradis. D'autres peuples se lancent ces défis. Nous, nous sommes à genoux. C'est tout le sens de ces livres, le baptême de baptisés, parce que nous avons été déjà baptisés avant que le Portugais ne nous débaptise pour nous baptiser chrétiens. Nous avons connu Christ avant l'arrivée des Portugais. Le premier baptisé après les apôtres et les diacres Philippe, lorsqu'il revoit Dieu dans les songes, Jésus-Christ lui dit « Descends vers le sud, c'est là que réside mon peuple ». Il croise l'eunuque de Candace, c'est biblique.
il les baptise. Les nuques de Candace, c'est les Noirs de la Nubie. C'est les tout premiers baptisés. Et cette histoire se passe dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Soudan, la Nubie, le royaume de Candace. À l'époque, l'Europe ne connaît pas Jésus-Christ, ne connaît pas le christianisme. Cette histoire nous a accompagnés de la Nubie jusqu'ici. Et les Portugais viennent, qui ont découvert Jésus 3 siècles après. 3 siècles après avoir traversé des empereurs romains qui considéraient les chrétiens comme des renégats, des bandits, dit aux chrétiens juste, ainsi de suite. Ils nous ramènent le christianisme que nous avons connu avant eux. Ils nous ont débaptisés. Et je me demande, qu'est-ce qu'ils ont pris en nous débaptisant? Est-ce que ce n'est pas notre mémoire qu'ils ont pris depuis? Est-ce que ce n'est pas le moment de récupérer cette mémoire pour que cette mémoire nourrisse notre esprit et que notre esprit nous permette de construire le bonheur collectif congolais? Et là, avec le baptême de baptisés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Excellence, nous vous disons merci pour votre disponibilité. À tous, nous disons aussi merci pour votre fidélité à Belles Lettres et à Vert Pâturage. Merci et rendez-vous à la prochaine émission. Bye bye.